Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'est pas du Kubrick que vous venez d'entendre, c'est pas une musique de film, c'est la musique de Brive, traditionnelle. Bonsoir et bienvenue. C'est un immense honneur d'accueillir ce soir Yann Arlan, un homme dont la passion et la vision ont contribué à donner vie à certains des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Beau-frère de Stanley Kubrick, collaborateur de longue date, producteur de ses plus grands films, les 5 derniers, Yann Arlan a su, à travers les années, préserver et transmettre l'héritage de ce cinéaste inégalé. Alors aujourd'hui, on a la chance de l'avoir à Brive, avec son éditeur, François Betts, pour une occasion très spéciale, la sortie du magnifique ouvrage Barry Lyndon, Stanley Kubrick. Il est là. Un livre donc supervisé par François Betts et Yann Arlan lui-même et publié aux éditions Simeyo. Alors c'est un livre qui se concentre sur peut-être, on va voir avec vous, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, fresque visuelle, narrative qui continue de captiver les spectateurs du monde entier. Solidement documenté, richement illustré, cet ouvrage finalement répond à toutes les questions que vous aimeriez poser à Stanley Kubrick lui-même et répond aussi à toutes les étapes créatives de cette œuvre de premier plan. On nous parle du livre dont le film est adapté, des références picturales, du storyboard, du travail de production, de repérage, des décors, des costumes, des comédiens, des comédiennes, de la musique. On va en parler avec Yann Arlan parce qu'il est très bien placé pour nous en parler. Du montage aussi, et puis il donne la parole à celles et ceux qui ont véritablement compté dans le film, dans la concrétisation de ce film. Yann Arlan évidemment, mais aussi Marisa Berenson, un nombre d'acteurs de premier plan du film, et puis des analystes hors pair, notamment le regretté Michel Simon, pour qui Barry Lyndon, et je le cite, constitue une odyssée du temps faisant écho à celle de l'espace. Alors à l'occasion de cette rencontre, on va explorer avec vous Yann Arlan et vous François Betts, parce que vous allez faire la traduction et on vous en remercie, l'histoire de ce film qui a vraiment repoussé les limites de l'esthétique cinématographique et qui a redéfini l'utilisation de la lumière au cinéma. Et puis on parlera peut-être aussi de livres, puisque Stanley Kubrick a été très influencé par la littérature. La plupart de ses romans sont tirés de livres, et c'est le cas de Barry Lyndon, d'un roman de William Thackeray, Mémoire de Barry Lyndon. Et puis, pour ceux qui auront la chance d'être à Brive dimanche à 14h au Rex à Brive, eh bien vous pourrez revoir ou voir Barry Lyndon. Alors, Yann Arlan, merci d'être avec nous à Brive. On est vraiment très très heureux de vous avoir avec nous. C'est un grand honneur. Alors vous avez le micro peut-être. Est-ce qu'on a un deuxième micro? Ça serait superbe en fait. Okay. Voilà, parce que du coup il pourrait peut-être... Donc je disais merci. Brive, c'est la première fois que vous venez? First time you come here? First time in Brive or in Brive? First time in Brive. First time in Brive. You won't regret. Voilà. Okay. Je voudrais savoir ce qui vous a motivé à dire oui, d'ailleurs, à ce projet de livre. D'ailleurs, est-ce que c'est François, c'est vous qui avez proposé? C'est Yann qui a dit qu'il aimerait faire? C'est moi qui suis allé le voir quand j'ai appris que les archives de Kubrick étaient pas très loin en Dordogne, de chez moi, je suis dans le Lot. Je suis allé le voir, oui, directement, pour lui demander s'il y avait une possibilité de faire ce livre. Because the film was very successful in France. Yes. And it was a good idea he came to me and he said, I want to make a book about Barry Lyndon. And I said, well, it's the first time anybody wants to make a book about Barry Lyndon. Fine, great. Stanley Kubrick would be delighted. Donc le film a eu beaucoup de succès en France, et quand je suis venu le voir donc pour lui proposer ce projet, il était ravi. Il s'est dit que la France était peut-être le pays le mieux placé pour en parler et que Kubrick aurait peut-être certainement aimé l'idée, et voilà pourquoi il a dit oui. Alors un petit truc très pratique avec le micro, vous le posez sur votre menton et juste comme ça posé. Oui, parce que sinon ça et c'est parfait. Ok, just put your microphone closer to your...
So, Just near, put like that. okay. Yeah, that's Okay, perfect, fine. perfect, perfect. Est-ce que pour vous, Barry Lyndon, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Kubrick? Is Barry Lyndon the masterpiece of Kubrick? No, no. It's a good film. It's a great film. Yeah, it's a good film, no doubt about it. But it's not the one only masterpiece. No. In fact, the film was not successful worldwide. It was a big success in Japan, France, Italy, Spain, Portugal. Fini. And that's so interesting. That's so interesting. And, but it's not the most important Kubrick film, no. Non, alors c'est pas le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre pour lui. Paradoxalement, le film a aussi eu des échecs. Il n'a marché exclusivement qu'en France, au Portugal, dans les pays latins en général, en Italie aussi, et au Japon. Mais partout, tout le monde anglo-saxon, le film s'est planté, littéralement. Donc Est-ce qu'ils l'ont redécouvert, le film? Les gens qui ne l'ont pas aimé au départ, notamment aux États-Unis, est-ce que maintenant c'est devenu un film culte, même dans les pays où il n'a pas été apprécié au départ? Is it a cult film now, 50 years later, even for USA, who didn't like it at the beginning, at its release? It has a following all over the world by a small group of people. That's true, even in America. Yeah. Alors oui, le film, en fait, il explique qu'il y a un peu, c'est un film qui est un peu culte pour une secte. Et on parle souvent de la secte des adorateurs de Barry Lyndon, qui considère ni plus ni moins que c'est le plus beau film du monde. Ça, on l'entend souvent. Alors après, ça reste un petit groupe. Aux États-Unis, oui, il y a des adorateurs de ce film, mais ça reste quand même un petit groupe. C'est pas quelque chose de général. 50 ans après. Bon alors Yann, vous avez dit « It's a good film, it's a good movie ». You have been very simple. It's a good movie. It's a good movie, Alors, absolutely. but Absolutely. Fellini, il avait un autre avis que le vôtre. Il disait Barry Lyndon est un film qui nous plonge dans la même émotion que celle que nous pouvons ressentir devant les chefs-d'œuvre de l'art et de la littérature. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux spectatrices, aux spectateurs d'aujourd'hui qui verront peut-être le film dimanche ou reverront le film? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent de ce film aujourd'hui, des décennies après? Okay, you say it's a good movie, but Fellini said it's a masterpiece, like big masterpiece of art, of paintings. Yeah. What would you like to tell people who will see the film on Sunday? Okay, the film is so the specialty about the film is that it brings the atmosphere of the 18th century truly on the screen. Normally, this was a reserve for the painters, for Rembrandt and all these great masters who were able to show in paintings, for example, the candlelight. Yeah, and Kubrick was very ambitious of seeing this kind of atmosphere for the first time in a film. And he succeeded, at great cost, I must say. Alors, en fait, Kubrick avait vraiment la volonté de restituer ces fameuses peintures du 18e et de réaliser une espèce de documentaire, en fait, le plus proche possible de la réalité. Parce que le 18e, en fait, on ne le connaît qu'à travers les tableaux. C'est tout. Donc lui, il voulait essayer, avec un film, de s'approcher de cette réalité documentaire. Et d'ailleurs, j'en profite, François et Yann, pour dire quand vous verrez, il faut absolument vous procurer ce livre. On voit, alors il faut que je fasse attention, il y a le micro, il faut que je tienne le micro et le livre, mais sur les pages, vous voyez à quel point Kubrick a été obsédé par le détail. C'est-à-dire qu'en fait, il s'était documenté de façon absolument incroyable. Et vous avez les tableaux et le plan du film Barry Lyndon juste avant. Et vous voyez à quel point c'est extrêmement précis à chaque fois. C'est vraiment magnifique de lire ça, de découvrir à tel point il a été imprégné finalement de ce 18e. Alors, puisque vous parliez de la lumière et des fameuses chandelles, Yann Arlan, est-ce que vous pouvez nous parler de cette importance qu'avait pour Kubrick le fait d'éclairer son film à la lumière naturelle des bougies, des chandelles, et nous raconter comment il a fallu aller chercher la NASA pour réaliser ce prodige? He wanted to do something that other people haven't done yet.
It's very simple. He has an ambition of making, for the first time, a film that is candlelit. And not only that, the costumes, the settings, everything has to be like Rembrandt painted it. Yeah, and he succeeded. Now, not many people may necessarily appreciate that. He doesn't care. He didn't care. He wanted to do something that he liked. Can you put your mic? He wanted to do something that he was happy with. And he was happy with. And he was very disappointed that so many people didn't appreciate that. But that's a problem of all artists. Il avait vraiment cette obsession pour la lumière, du détail, effectivement, et d'être le plus proche possible de la réalité, mais pas seulement pour les détails, c'était aussi pour les costumes, pour absolument tout dans le film. Et il était très satisfait du résultat, et c'est pour ça qu'il a été extrêmement déçu de l'accueil du film dans certains pays. Voilà. Oui, alors d'abord, avant l'accueil, il a fallu se débrouiller justement avec les lumières naturelles, et pour ça, Ouais, la NASA, ouais. il n'y avait pas d'objectif. Il a fallu aller demander à la NASA. You have to call NASA. So how did you get the lens from the NASA? Tell us the story. Oh, the lens. Okay, okay. The lens, yeah. Oh, that's a boring story. But anyway, he discovered the lens in an American cinematographer. Well, a lens 50 millimeter 0.07. Ha! I never heard of this. Let's get that, because the Ingenieux 9.5 was the fastest so far, but it had barrel distortion. Anyway, so he asked me, call Zeiss and get one. I called Zeiss, and they said, well, it's not possible for cinema. Impossible. So why? Well, because the rear element of the lens is only 3.7 millimeters away from the film plane. I mean, in stills photography, it doesn't matter. Depth of field is nothing. It doesn't matter for film for NASA. Yeah. Anyway, I told this to Stanley. He said, well, they're no good. And he, however, is not a man who takes no for an answer. He said, what do you mean? 3.7 millimeter is plenty for a blade to go through. Let's get one. I got one. And looked at it, and okay, I can see that it doesn't, no way can it go into a normal camera, but he sent it to Eddie Giulio, a big technician in Los Angeles, and he thought about it and figured out a BNC, a so-called Mitchell BNC, can be adapted. There's an old-fashioned big camera for this lens. It would be dedicated to this lens. And, well, he succeeded. Long story, a bit boring. Ouais, donc en fait, un beau matin, Kubrick a feuilleté le American Cinematographer, qui est la revue des directeurs de la photo américaine, qui est la référence, et il a découvert un article sur un objectif qui avait été fait spécialement pour la NASA et qui avait une luminosité complètement dingue, puisqu'il ouvrait à 0,7, pardon, et il trouvait ça complètement incroyable. Donc il a dit à Yann tout de suite, il faut que tu appelles Zeiss, qui avait fabriqué cet objectif, et que tu leur demandes de nous fournir cet objectif. Je le veux. Donc Yann a appelé Zeiss, en plus il est allemand, donc ça tombe bien. Et là, chez Zeiss, on lui a répondu que c'était absolument impossible d'adapter cet objectif sur une caméra de cinéma, voilà, parce que la monture arrière ne pouvait pas du tout s'adapter. Alors à ce moment-là, Kubrick a dit, mais c'est pas grave, on l'achète, envoyez l'objectif, on va se débrouiller, parce que Kubrick ne prenait jamais non comme réponse. Voilà, non, c'était pas une réponse pour Kubrick. Donc ils ont acheté l'objectif, et là ils sont allés le fournir à Ed DiGiulio, qui est un grand technicien aux États-Unis, et qui a réussi à adapter cet objectif sur une caméra, une Mitchell, une BNC, et il a réussi à l'adapter. Voilà. Donc après, le problème, il y avait des problèmes de profondeur de champ, parce qu'un objectif qui ouvre à 0,7, vous n'avez aucune profondeur de champ. Donc si quelqu'un bouge un peu en avant, un peu en arrière, il devient automatiquement flou. Donc ça, c'est ce qu'il a fallu gérer longuement sur les scènes à la bougie notamment. D'ailleurs, elle en parle, hein, Marisa Berenson, dans le texte. Elle dit, autour de la table de jeu, en fait, il pouvait à peine bouger, en fait, parce qu'effectivement, sinon il devenait flou. Oui, c'est ça. Et il fallait aussi changer des centaines de bougies, quoi. Oui, alors il y avait des problèmes de raccord. Ouais. Pour les bougies, en fait, Kubrick a fait fabriquer des bougies à 3 mèches
pour que ça ne pour avoir plus de lumière, pardon, mais du coup ça se consumait très vite. Donc il fallait changer les bougies tout le temps, à chaque raccord pour les scènes. Il y a une scène, la scène des bougies, a pris 6 semaines à être tournée. Donc ça a été ça tous les jours pendant 6 semaines. Et il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait Douglas Milsom, qui était ce qu'on appelle un focus puller, qui faisait la mise au point en direct, des fois qu'un comédien recule un peu ou s'avance un peu. Et il faisait la mise au point en direct. I'm talking about Douglas Milsom. Yeah. Yann, vous avez dit Stanley Kubrick, c'était pas quelqu'un qui pouvait se contenter d'un nom. Voilà. Comment c'était... Yes, that's true. He doesn't accept no as an answer. Voilà. Comment c'était de travailler avec lui? Est-ce que c'était quelqu'un qui pouvait être pénible ou c'était quelqu'un qui disait, quand on lui répondait non, qui voulait absolument que ça se fasse quand même, mais d'une façon charmante ou d'une façon un peu, j'allais dire, offensive, pénible, usante? Est-ce que c'était facile? Passionnant, sans doute. Mais est-ce que c'était facile de bosser avec lui? It was not easy. Easy is not the right word, but it was fun. It was challenging. It was good. That's why, I mean, I worked with him for 30 years for good reason. I enjoyed it. I had no competition with him, not at all. I did my things, boring things. He thought it was boring. You know, I mean, administration and budget and all the Warner Brothers and all that. He didn't do that. But no, it was not easy. But that's what we were wrong. But it was a challenge and it was positive. It was great. I mean, he was a fantastic filmmaker. He was a wonderful artist. That's unbelievable. Ça n'était absolument pas facile, évidemment, de travailler avec Kubrick, mais c'était toujours avec beaucoup de plaisir. La preuve, il a travaillé 30 ans avec lui. Moi, je vais rajouter que ses équipes étaient extrêmement fidèles, revenaient à chaque film. Mais oui, c'était évidemment beaucoup de travail, mais qui s'appliquait à lui-même, à lui le premier. Et il attendait la même chose des autres. C'était voilà, comme ça qu'il fonctionnait. Et Yann s'est régalé pendant 30 ans avec Kubrick, évidemment. Alors, vous dites que vous vous occupiez du budget, de ces choses-là et tout, mais... c'est pas vrai, parce que la musique de Barry Lyndon, notamment l'idée de cette musique de Schubert, le deuxième trio opus 100 de Schubert, arrangé par Leonard Rosenman, c'est vous qui donnez l'idée à Kubrick de l'utiliser. Et c'est la seule incohérence historique, parce qu'en fait c'est une œuvre du 19e, alors qu'on est au 18e. Alors pourquoi il vous a dit oui? He knows that. He knew that. Yeah, but he said, "Oh well, it's so great." And anyway, who pays attention? Yeah, who pays attention? And it's great music. It's not. It's the beginning of Romanticism, which wasn't available 30 years earlier. It's different. Mozart and Haydn and all this different. Schubert breaks through. Alors là-dessus, pour une fois, c'est peut-être l'exception du film où Kubrick a dit mais on s'en fiche que ça soit pas du 18e, parce qu'en fait il n'avait pas le choix. Toutes les musiques du 18e, et je sais qu'il s'est documenté, il n'y avait rien de romantique. Le romantisme est apparu après. Donc il n'a pas eu le choix, il a forcément pris une musique de Schubert qui était arrivée 30 ans plus tard. Il paraît que la scène, avec la musique de Schubert, il fallait la couper à un moment parce qu'elle était trop longue, mais elle était impossible à couper parce chaque plan était coordonné avec les mouvements de la musique. C'est vrai ça? Ou c'est la légende? Absolutely. You're absolutely right. And I told this morning to somebody. Please your mic, if you can. Yeah. You're right. The last 3 minutes of the film show this. Schubert was not edited. He couldn't cut Schubert
But he could cut the film. And he could cut the film intelligently so that the breathing of the actors goes with the music. Every detail goes with the music. I would invite you to see Barry Lyndon and look at the last 3 minutes only, and you will see exactly my point. Oui, alors il confirme que c'est complètement vrai, et effectivement, c'était impossible de couper cette scène, et en fait, c'est même l'inverse qui s'est passé, c'est que Kubrick a vraiment complètement adapté tout le jeu des comédiens et le rythme de la scène et les respirations dans cette dernière scène du film qui dure 3 minutes, à la musique. C'est vraiment la musique qui a dirigé ces 3 dernières minutes. Not a word is spoken in the last 3 minutes. No word is spoken. It's unusual for film. Et donc, il n'y avait pas besoin de mots, de dialogue, aucun mot, juste la musique qui fait les 3 minutes. On vous laissera la parole pour 10 minutes de questions si vous voulez en poser sur Barry Lyndon ou d'autres films. J'aimerais qu'on parle aussi d'autres films, Yann Arlan, avec la question évidemment que tout le monde se pose. C'est quoi le film que vous aimez le moins de Kubrick ? I know what I like the less, but let's talk about the films that I like best. Ah oui, if you prefer. Il préfère parler des films qu'il préfère. Yes, I like best 2001, The Boy's Odyssey. 2001. I like best Dr. Strangelove, Dr. Folamour. Had nothing to do with me. I was at school, right? And I like Eyes Wide Shut, wonderful film. Alors c'est intéressant. Eyes Wide Shut, il y a Eyes eu... Wide Shut. Eyes Wide Shut n'a pas été très bien reçu en France. Les critiques ont été très mitigées. Yeah. Vous pensez que c'est un... Moi j'aime beaucoup, mais il a un côté parfois un tout petit peu, avec les masques, la chair, on a dit, les critiques, un peu kitsch. Ça a été dit dans la presse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Yeah, the difficulty with Eyes Wide Shut is that everybody is an expert. Everybody is an expert on jealousy. It starts with a That child. sounds right, yeah. And that's a difficulty. Yeah. That's a difficulty. And that's a difficulty for Kubrick to show this. And it's a film about jealousy. Le problème, le problème avec Eyes Wide Shut, c'est qu'en fait, ça traite d'un thème universel qui est la jalousie. Et donc, tout le monde est un expert en jalousie. Tout le monde connaît ce sentiment. Donc, tout le monde n'a pas la même perception du film, forcément. Est-ce que le personnage d'Eyes Wide Shut, à votre avis, vit vraiment la scène de l'orgie ou est-ce qu'on est dans le fantasme? Do you think the main character in Eyes Wide Shut really lives the orgy scene or it's a fantasy? Well, it's based on Schnitzler's Traumnovelle. It's a real story. I mean, Schnitzler was an expert on this field. He was a womanizer and he hated it at the same time. But yeah, and he really knew what he was talking about. He really knew what he was talking about. Donc en fait c'est plutôt réel puisque c'est adapté. Le film est adapté de Traumnovelle, La Ronde en français. Qui est la nouvelle rêvée d'Arthur Schnitzler, et c'est ce qui est donc tout est réel dans le livre. Et j'ai oublié la fin. Il a dit. Non, il a dit que c'était un Casanova, mais qu'il aimait pas ça en même temps. Il séduisait les femmes, womanizer, mais qu'il aimait pas ça, et donc il savait très bien ce dont il parlait. Et il connaissait très bien la jalousie, oui, c'est ça. Voilà. Exactement. C'était un expert en jalousie. Et moi, je parlais de l'orgie, je parlais pas juste de la jalousie. D'ailleurs, j'entends le mot, voilà la question. La scène d'orgie avec les masques, voilà. Est-ce qu'on est dans le fantasme du personnage, selon vous? Ou est-ce que ça se passe réellement? Ou est-ce que c'est le fantasme du personnage joué par Tom Cruise? The orgy scene may be a bit over the top. La scène d'orgie est effectivement quelque chose d'un petit peu à part. Voilà, on va dire. Oui, à part, oui. Alors, c'est intéressant, Eyes Wide Shut, parce que s'il a fait Eyes Wide Shut, c'est grâce à vous, Yann Arlan, qui lui avez transmis la nouvelle de Schnitzler. Enfin, c'est ce que la légende raconte. Vous lui avez acheté les droits du roman. En fait, il rêvait de faire ce Napoléon qu'il n'a jamais fait, puisqu'il a dû abandonner le projet de Napoléon faute de financement, après 2 années de travail acharné. Et puis c'est parce qu'il a abandonné ce film que
Vous lui avez acheté, il vous a demandé en fait d'acheter les droits de la nouvelle rêvée de Schnitzler. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur ce Napoléon. Est-ce que vous avez eu, vous, des regrets sur ce film que Kubrick n'a pas pu faire, ce Napoléon qui aurait été absolument génial? Est-ce que vous avez encore des regrets? Do you still have regrets for Napoleon? Oh, very much so. Right. He was very sad not to be able to. During 2001, he started preparing for Napoleon. He worked for 2 years on Napoleon. That's how I started with him. And he was terribly sad when MGM pulled out. MGM didn't believe the budget or the schedule. Maybe they were right. They were probably right. But anyway, he was very sad, and he never really separated himself from the idea of making Napoleon. Today, with television being so good, he will make a film for 6-7 hours for television as a series, and it would be the right thing to do. And I talked to other directors like Cary Fukunaga who wanted to do this. It hasn't happened yet, but it may one day. Alors Kubrick était évidemment très triste, et Yann aussi, parce que pendant 2001, il avait déjà commencé à travailler sur Napoléon. Il avait quasiment travaillé 2 années sur ce projet, et qui n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, Yann pense que ce Napoléon, qui aurait pu durer 6 ou 7 heures, Kubrick l'aurait certainement fait en série télévisée, type Netflix, découpée, voilà, et que c'est quelque chose qu'il aurait certainement fait peut-être. C'est vrai que vous avez passé des mois à négocier avec Ceausescu, qui se trouvait être à la tête du seul pays au monde capable d'afficher 40 000 figurants, 40 000 cavaliers. Yes, it is true. That was at the time, you know, in 69, 70, we had a deal with Ceausescu to have the cavalry of the Romanian army. And Romania was also good because the north of the country is very good for the 1812 campaign, and the south of the country is good for the Italian campaign. So would be good. But it didn't happen. So, but there was Romania, England, and France. These are the 3 shooting locations. France for the big palaces and all this. No building. We would have the right to go there. And England would be done in a front projection in a big tent. Anyway, so they saw this all prepared, but didn't happen. He was very depressed about it for 2 weeks. Oui, alors il confirme que tout à fait, ils ont bien négocié avec Ceausescu qui offrait une armée de cavaliers roumains. Alors moi je vais ajouter que c'est même son premier travail que Kubrick lui a donné. Yann est parti faire les repérages et faire ses négociations en Roumanie pour ce Napoléon. Ceausescu, évidemment, avait dit oui, lui faisait un tapis rouge. Et par rapport à ça, c'est pour ça aussi qu'ils ont été très déçus, parce qu'ils avaient à peu près tout pour faire le film. Ils avaient essayé aussi avec peut-être la France ou l'Angleterre, pas pour des raisons de cavalerie, parce qu'il n'y en avait pas, enfin pas assez, il fallait des grandes cavaleries. Voilà, mais ça ne s'est pas fait, et le projet allait vraiment se faire en Roumanie. Vous avez vu le Napoléon de Ridley Scott? Yes. What did you think about it? It's not right because it's only a section. It's not about Napoleon. No. Ridley Scott est dans la salle, il va venir s'expliquer. No. No. What has to be understood in a film about Napoleon is why the French admired him. And why they hated him, both. And both has to be right. And you have to start with the youth of Napoleon and the going up to 1812, and then he was totally lost his mind, and he acted against his own interest. But you understand that the body of Napoleon was transported back into the Invalides. Why?
Alors, non, il n'a pas aimé le Ridley Scott, ça c'est du tout, parce que ça ne traitait en fait qu'une partie de la vie de Napoléon. Et le projet de Kubrick était vraiment très différent, parce que ce qui intéressait Kubrick, c'était pourquoi les Français d'un côté le vénéraient ou le détestaient. Et pour ça, il fallait raconter toute l'histoire de Napoléon, pas seulement une partie. Voilà, Yann dit souvent que Napoléon, en fait, c'est son propre orgueil qui l'a buté lui-même. Parce que c'était un homme extrêmement intelligent et que la plupart de ces hommes extrêmement intelligents finissent toujours par se tirer une balle dans le pied par orgueil à la fin. C'est ce qu'il a fait. Et voilà. In a film by Kubrick, the audience would have admired Kubrick, would have admired Napoleon. And Kubrick also. Yeah, they would have admired Napoleon and at the same time felt very sorry for him, that he was so stupid. Voilà, et Kubrick avait conçu son film vraiment pour avoir ces deux parties, c'est-à-dire un Napoléon qu'on peut admirer et un Napoléon détestable. Pour terminer et laisser la parole au public, je voudrais revenir rapidement sur l'autre grand projet de Kubrick qui n'a pas vu le jour, c'est Aryan Papers, le grand film sur la Shoah, hein, qu'il n'a jamais tourné. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce film ne s'est pas fait et comment finalement Kubrick, à cause aussi de ce film qui ne s'est pas fait, s'est retrouvé à offrir à Steven Spielberg un scénario sur l'intelligence artificielle? Okay, that's a long story, but he was very much he wanted to make a film about the Second World War and the phenomena of Hitler and all this. And he always wanted to do this. And then when it came to it, he wanted to make a film about the Holocaust specifically. We did already research in Eastern Europe, colossal research, and we were ready to go. It was just before the Wende, yeah, and then we're in Krakow. Spielberg made the film about the Holocaust, which didn't help us, and Warner Brothers finally said, "Look, give up. There's no point in coming after Spielberg with another film. It may be better, and also it doesn't matter. It's a mistake. Why don't you go back to your other passion?" And passion was AI. And they approved a budget much bigger and all that. And he did research on AI. And he realized with AI that so much technical stuff was necessary. He was too old. He was too tired. He gave up. And he said, "Look, Steven Spielberg would be the right person to do it." And I see the two men at the big table in the kitchen and looking at 2,000 drawings which I had already done. And Stanley was enthusiastic. He said, "You should do it. You're the right man." And, well, he did it much later after Stanley's death. Alors, concernant Aryan Papers, en fait, Kubrick voulait effectivement, un peu comme pour son Napoléon, voulait étudier Hitler, voilà, ces hommes qui deviennent très importants et qui deviennent fous aussi. Voilà, c'était un petit peu la même idée qui l'intéressait. Donc, il avait commencé, comme d'habitude, à se documenter beaucoup sur ce film. Mais entre-temps, il se trouve qu'il y a Spielberg qui a sorti La liste de Schindler. Donc, la MGM a jugé le projet moins intéressant. Donc du coup, il a un peu laissé tomber et il est parti sur AI, donc intelligence artificielle. C'est la MGM ou c'est Kubrick lui-même qui s'est dit pas question de passer après Spielberg? Non, c'est la MGM. Warner Brothers. Sorry, c'est pas la MGM, c'est la Warner, excusez-moi. Voilà. Et donc il a enchaîné, il a commencé à préparer son film sur AI, intelligence artificielle, et donc documentation comme d'habitude pendant quelques temps. Et en faisant tout ça et en préparant son film, il s'est rendu compte que techniquement, ça allait être très compliqué à faire ce film, que ça demanderait beaucoup de travail. Et lui, il estimait qu'il arrivait à un âge où il n'avait plus la force ou la volonté de faire toute cette masse de travail technique. Et comme il n'en connaissait qu'un qui avait cette force, c'était Spielberg. Il est allé lui proposer tout spontanément et il a produit le film. Et que racontait ce film? Le film qu'il voulait faire sur la Shoah?
sur Hitler, sur l'ascension d'Hitler. C'était sur quelle période? Oh, Aryan Papers was a very serious film. I mean, not Spielberg's films is not serious, but it was a very, very tough film. The big thing was it was an autobiography. And that's why Kubrick thought he had the right to do it, because it was written by a man who was a child. And as a child, he left Poland and ended up in America. And so this child, from this child's point of view, the film is being told. But it's very hard. It's very hard to make because a child witnessed terrible things. And anyway, it would have been. Alors, Aryan Papers était encore une fois une adaptation d'un livre, puisqu'il faisait souvent ça, Kubrick, et c'était l'adaptation d'un livre qui décrivait toute l'histoire de la Shoah à travers le regard d'un enfant. Et c'est ça qui intéressait particulièrement Kubrick, c'était ce point de vue de l'enfant. Et alors ça, c'est moi qui le rajoute, c'est peut-être pour ça qu'il l'a confié à Spielberg, parce que Spielberg, le point de vue de l'enfant, on l'a vu dans E.T., on l'a vu dans beaucoup de films. Voilà. Et dans son dernier film, d'ailleurs, le tout dernier. A terrible film, a sad film, has to end up a little bit lighter. That is always the case, like in Spielberg's film sowieso. But in Kubrick's film, there was a scene at the end where the little boy is caught. He runs away. He's caught by a group of SS people. And the SS man told him, "Oh, little boy, I have a glass eye. If you can say which of the eye is a glass eye, I'll let you go." And the boy says, "Well, it's the left one." "That's right. How did you know?" "It looks so human." Alors malheureusement, j'ai pas entendu. Tu peux ouais. Alors il y avait une scène, d'après ce que j'ai compris, donc avec un petit garçon qui se fait prendre par les Einsatzgruppen en fait, et qui lui disent en gros, enfin, ce que j'ai compris, pour lui laisser la vie sauve ou non, j'ai un œil de verre. L'officier nazi dit j'ai un œil de verre. Essaie de trouver lequel, et si tu trouves lequel, on te laissera la vie. Et le petit gamin dit c'est cet œil-là. Et l'autre lui dit ah, oui, c'est vrai, comment t'as fait pour deviner? Il dit parce qu'il a l'air humain. Génial. L'œil de verre avait l'air plus humain que l'œil humain. Et merci beaucoup. Il n'a pas répondu. Si vous voulez revenir à la charge, parce que je connais la réponse, le film qu'il aime le moins, c'est Shining. Alors, vous pouvez tenter. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous voulez poser une question? Profitez-en. Voilà. Oui, bonsoir. J'avais une question sur un des grands films de Stanley Kubrick, pas forcément le plus connu, dont l'action se déroule en France. Je veux parler des Sentiers de la Gloire avec Kirk Douglas, qui aborde le thème des fusillés pour l'exemple dans l'armée française pendant la guerre de 14-18. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le film a été censuré en France pendant une période assez longue et jusqu'à quelle date ? It was censored in France because the French government thought it was anti-French. It wasn't anti-French. But, yeah, there happened to be French people. But it wasn't anti-French. It was anti-everything. Anti-war, anti-human. Alors oui, ça a été censuré effectivement en France parce que la France a considéré que c'était un film anti-français qui était contre la France, alors que ce n'était pas le cas, c'était un film contre la guerre, juste. Un film anti-tout, comme il a dit. Oui, et anti-tout, en fait, voilà. Et jusqu'à quand, le monsieur demandait, quand est-ce que la censure s'est levée? Oh, for many, many years. For many, many years. But I think it came out about 30 years ago, it was okay. C'était seulement OK depuis 30 ans. Donc il y a de longues années, ça a été censuré. Oui, justement, pour revenir sur les Sentiers de la Gloire, est-ce que vous diriez que c'est un film antimilitariste ou plutôt un film contre l'état-major français?
No, I think it's not anti-French at all. It is against the vanity of officers who protect themselves. Alors, non, ça, In all armies in the world. ce film n'a rien d'anti-français du tout. En fait, c'est un film contre la vanité. Pardon. Je me suis mal exprimé. La question, c'était est-ce que vous considérez que c'est un film anti-militariste ou simplement un film qui est contre l'état-major français? Ouais, il a répondu un peu. Il dit contre les officiers en fait. C'est pas. C'est contre les officiers. Contre les officiers. Contre la vanité des officiers. Il a dit quel qu'il Voilà. soit, hein, dans n'importe quelle armée du monde. Quelle que soit fait. l'armée. Voilà. Voilà. Oui, pardon. Alors monsieur aussi a une question. Ouais. Tout d'abord, un grand merci, parce que c'est vraiment une joie d'entendre monsieur. Les Sentiers de la Gloire ont été abordés. Je pense que la référence à Barry Lyndon est évidente, parce qu'il y a des passages sur la guerre de 7 ans dans Barry Lyndon où on voit comment il... Enfin, à la fois il ridiculise la guerre, mais il la ridiculise L'abjection, l'abjection, mais en ouais. même temps il la rend ridicule. Donc, juste un point sur l'interdiction. Je dois vous dire, moi j'ai eu la chance de le découvrir en Angleterre en 98, ce film, à la télévision britannique le 11 novembre 98. Ça a été un choc pour moi. Et je crois qu'il était interdit en France au moins en 1998. Pour info, il est diffusé lundi sur Arte. Ah voilà. Ah. So, François. Oui, et on peut dire effectivement qu'il y a des similitudes de films sur les armées et le point de vue. And this man has seen the movie in England first. He had the chance to see it in yes. He saw it in 98. Yeah. Yeah. En quelle année? 98. Une autre question? Bon alors, non? Oui, oui. Vous qui avez été très proche de Stanley Kubrick, qu'il connaissait très bien, je voulais savoir, il paraît qu'il avait une paranoïa extrême, qu'il vivait dans un manoir retranché en Angleterre. Est-ce que c'est une légende ou une réalité? Ils connaissent bien le manoir, tous les deux. Paranoid. Was he paranoid? Yeah. He was not. He was not paranoid at all. He didn't like he wouldn't do what I do. That's true. Yeah, he didn't like to chat people. He was worried about being impolite. When people said, "Oh, 2001, I don't understand the ending," he didn't want to say, "Well, I can't help you." You know, he didn't want to do that. Il n'était pas paranoïaque du tout. En fait, c'était juste son rapport aux gens, où à chaque fois, on questionnait souvent sur son œuvre. Et lui n'avait pas grand-chose à ajouter. On lui demandait est-ce que là, il faut comprendre ça dans tel film. Et lui disait mais je ne sais pas, recomprenez ce que vous voulez en fait. Voilà. Donc c'était plus son rapport aux gens qu'une paranoïa. Et moi, je vais ajouter un truc personnel parce que je l'ai beaucoup lu quand on s'est documenté pour ce livre. C'est un mythe cette histoire de paranoïa parce que Kubrick était méfiant, oui, méfiant, mais il avait des bonnes raisons d'être méfiant. Il a été menacé de mort, sa famille était menacée de mort, donc il prenait juste des précautions. Ça, c'était pas de la paranoïa. La paranoïa, c'est quand le danger n'existe pas. Là, il y avait un danger. Vous pourriez revenir sur les menaces de mort, justement, c'était à cause de. C'est intéressant de revenir. Ouais. Death threat. People wanted to kill him, as the legends say.
it was bad. Sure, of course. Anybody would be worried about it. So, Et ça aurait fait flipper n'importe qui. But C'était because normal. of what? Quelle était la raison des menaces de mort? C'était 2001. Ouais. What was the reason of... What was the reason of the death threats? okay. In Clockwork Orange, in that film, right? There is a scene, and people took offense to it, and they thought, "Oh, it's absolutely terrible." And then somebody said, "Well, Kubrick said he would shoot somebody in the garden." It's totally grotesque. Of course, first of all, he doesn't have the means to shoot, and you wouldn't shoot a person going into your garden. I mean, it's nuts. Yeah? And then he was, the newspapers picked it up, and he was paranoid, and just because he didn't go out in the open. Donc, en fait, c'était sur Orange Mécanique et c'est juste le fait qu'il restait chez lui. Les gens racontaient n'importe quoi. Les gens disaient qu'il pouvait tirer sur les gens qui venaient chez lui. Enfin, on décrivait un personnage voilà, vraiment bizarre qui n'était pas du tout à aucun niveau. Et les menaces étaient venues du fait que les gens avaient été choqués par le film, c'est ça ce qu'expliquait Yann Arlan? The threats, it's because people were shocked by the film. No? No, of course not. No. What do you mean was shot by No. the film? The violence of the film. Which film? Clockwork Orange. Well, it's a story. It's a futuristic film, which was actually not that futuristic after all. I mean, at that time it was futuristic. Now it wouldn't work anybody. Sur la violence d'Orange Mécanique, en fait, c'était un film qui était censé être futuriste à l'époque, et malheureusement, on s'aperçoit aujourd'hui que il est plutôt réel et concret. Yeah. Alors pour terminer, pourquoi est-ce que vous aimez moins Shining que les autres films? Shining qui a été l'énorme succès de Kubrick. Why Shining, the biggest success of Kubrick, is your less favorite movie? Oh, it's the only film that isn't about something serious. The only film that isn't really about something we can relate to. The guy is nuts. Yeah? I mean, the ghosts are not serious. Who believes in ghosts? But madness is a very serious thing. Well, I don't think so. It's a fun story. I told this morning somebody, my anecdote, somebody said, "Oh, but Mr. Kubrick, this golden room could never be in this house. Look at the house, it's small." Well spotted. En fait, voilà, Yann aime moins ce film pour son côté fictionnel, en fait. Il préfère nettement les autres films qui traitent de sentiments humains qu'on connaît tous et qu'on éprouve tous. Donc le côté fictionnel les range un peu, mais il adore le film quand même, je vous rassure. Et puis il raconte l'anecdote où une fois quelqu'un a dit à Kubrick, le chef décorateur a dit à Kubrick sur le plateau, mais pourquoi cette pièce, elle est rouge, elle n'est pas symétrique, pourquoi on va filmer ça? Et Kubrick lui a répondu, bien vu, t'as tout compris. C'était l'esprit du film. My favorite films are many. I can't say one, but Eyes Wide Shut, going down back to Lolita. Lolita is such a fantastic film. Dr. Strangelove, so great. Path of Glory, wonderful film. They're all good. The Shining is about nothing. Donc voilà, il adore tous les autres films, Lolita, Docteur Folamour, tous ces films-là qu'il trouve fantastiques. Et Shining, pour lui, est vraiment un cran en dessous, en fait. Voilà, c'est ça. On peut dire. Nothing. Nothing. C'est rien. Pas grand-chose. Shining is fun. It's good, fun, good entertainment. I like it. Yeah. Good entertainment. And great, but it's not something serious. C'est ça. Voilà, mais il aime beaucoup ce film. C'est un film qui est plutôt intelligent, qu'il aime beaucoup, mais c'est pas un film sérieux. Et avant de se quitter, puisqu'on est dans un festival du livre et que c'est vrai, beaucoup des films de Kubrick sont tirés de livres. Hein. Vous avez parlé de Lolita, Eyes Wide Shut, Barry Lyndon, évidemment, et tant d'autres. Est-ce que c'était pourquoi est-ce qu'il était si attaché à la littérature? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que c'était un lecteur compulsif? Est-ce que c'était juste quelqu'un qui avait quelques livres fétiches autour de lui? Quel était son rapport à la lecture?
he read all the time. All the time he read. And of course, subconsciously about something, could it make a film? But even if he didn't make a film, he wouldn't put a book away. He loved reading. And, you know, it's his great passion. And I remember very, very often he was reading and reading and reading, and I said, well, is there a story? Oh, no, it's not a film, but it's a fantastic book. so Alors, that's all right. C'était effectivement un lecteur très très compulsif. Il lisait énormément, il passait son temps à lire, avec toujours cette petite idée derrière la tête de je vais trouver un film. Voilà, à adapter, bon, ce qui n'arrivait évidemment pas souvent. Voilà, donc oui, la littérature, c'était très important pour lui. Et dernière question, qu'est-ce que vous n'avez jamais encore dit sur Kubrick que vous allez dire maintenant à Brive? He wants to know what you have never said about Kubrick. Can you tell us? What I have never said about Kubrick? Can you tell us? Oh, no. Tell us something you never said. Something you can say in Brive. Yeah, okay. He was not as good in table tennis. He was not so great a table tennis player, but he was good fun. We played a lot table tennis. He liked it, and he was ambitious, but I beat him. Donc sa confidence, voilà, qu'il n'a jamais avoué, c'est que finalement Kubrick en fait n'était pas très très bon en tennis de table, au ping-pong, et qu'il le battait tout le temps. Merci beaucoup, merci à vous, merci François Betts qui avait magnifiquement traduit cette rencontre, merci à Yann Arlan et procurez-vous ce magnifique livre Barry Lyndon, Stanley Kubrick aux éditions Simeyo. Vous pouvez même le faire signer, hein? C'est pas mal. Et il est là jusqu'à dimanche et dimanche il y a le film 14h au Rex avec une discussion avec le public. Vous êtes trop gâtés. Merci beaucoup.